Beaucoup de personnes sur le continent africain rêvent de l'Occident, rêvent d'ailleurs, rêvent d'un Eldorado. Et pourtant, on se rencontre de plus en plus des jeunes africains qui sont allés à l'étranger, qui ont étudié là-bas, reviennent sur place pour bâtir leur pays, bâtir leur continent. Et c'est le cas de notre invité de ce jour, Hadi, qui a décidé, après avoir fait quelques années à l'étranger, de revenir au Sénégal pour apporter sa contribution au développement de son pays, en y apportant les expériences qu'elle a connues à l'étranger, mais surtout en mêlant à cela sa culture locale, afin de permettre que celle-ci justement puisse perdurer au fil du temps. Vous savez qu'on a aussi cette crainte-là de voir qu'au fil des années, avec l'occidentalisation, l'américanisation du monde, nos cultures et nos valeurs s'effritent. Et c'est génial que de jeunes entrepreneurs prennent à bras le corps ce sujet-là et décident de faire du business, mais en y préservant de fortes valeurs culturelles. C'est une interview dans laquelle vous allez découvrir une jeune entrepreneur qui va nous parler de son projet, mais qui va aussi nous parler à cœur ouvert justement de comment est-ce qu'elle perçoit l'entrepreneuriat, des chemins par lesquels elle est passée, des secrets de sa réussite et puis de ce qui pourrait vous inspirer vous aussi à vous lancer. Donc si toi aussi tu as envie de lancer un projet, notamment en destination de l'Afrique, je pense que cette interview va t'apporter énormément de choses. Je t'invite donc à l'écouter du début jusqu'à la fin pour ne rien manquer. D'ailleurs, comme d'habitude, elle sera avec nous ce dimanche pour pouvoir vous permettre de lui poser des questions éventuellement que j'aurais oublié de poser. Donc dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, rajoutez les questions que vous voulez auxquelles vous voulez qu'elle puisse répondre. Et comme d'habitude, bien évidemment, ce sera un moment d'échange, de partage pour que les uns et les autres puissent s'enrichir et progresser tous ensemble. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche des notifications. Tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Et puis la deuxième chose, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le quiz que j'ai créé intitulé Le Révélateur. Il va te permettre de savoir où est-ce que tu en es dans la gestion de tes finances afin que tu saches si tu es ou pas une passoire. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui veulent se lancer, passer à l'action, rendez-vous sur mon site investiraupayis.com. Vous y trouverez une batterie de formations prêtes à l'emploi. Bonjour Hadi. Bonjour. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de te prêter à l'exercice de l'interview. C'est un plaisir. Écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu peux juste dans un premier temps te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? Bien évidemment. Donc moi c'est Hadi Sangaré, j'ai 25 ans. Je suis entrepreneuse depuis maintenant 1 an et demi au Sénégal, qui est mon pays enfin de naissance et où j'ai grandi. J'ai un salon de coiffure à Dakar même. Et avant le salon de coiffure, c'était une marque de vente de cheveux naturels. Pour ceux qui ne connaissent pas les cheveux naturels, c'est un peu tout ce qui est extension, perruque, voilà, ce type de produit. Et j'ai commencé par un site internet et après j'ai ouvert le salon pour commercialiser les services qui allaient avec. Donc voilà, ça fait 1 an et demi actuellement. D'accord, très bien. Du coup, qu'est-ce qui te pousse toi à te retrouver à faire ce type de business-là? À peine terminé tes études, tu t'es lancé directement ou alors qu'est-ce qui te pousse à te lancer dans l'entrepreneuriat? Donc moi en fait j'ai un parcours marketing communication, donc c'était mon secteur à la base. J'ai fait 2 ans à l'étranger où est-ce que je travaillais en agence et j'ai des grosses attaches avec mon pays qui est le Sénégal. J'ai toujours voulu en fait y habiter et pour moi le seul moyen en fait de le faire en étant totalement épanouie c'était via l'entrepreneuriat parce que j'avais envie aussi de réaliser certains de mes rêves qui sont en lien avec tout l'environnement dans lequel j'ai grandi au Sénégal et le salon de coiffure en fait est très en lien avec la culture sénégalaise et comment les femmes en fait prennent soin d'elles et c'est une culture qui m'a marquée depuis étant petite et on va dire que c'est un secteur, même si c'est pas mon secteur de base ou on va dire de prédilection, c'est un secteur que je voulais vraiment appréhender. Donc j'ai décidé d'entreprendre de cette manière-là. Donc on va dire que c'est un entrepreneuriat qui est basé sur ma volonté de vouloir revenir et investir en fait dans mon pays et qui est bien évidemment marqué par les pratiques qui se font chez nous. Donc voilà. D'accord, très bien. Alors, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu, parce qu'avec ton background marketing, ce qui est très intéressant, c'est que tu ne fais pas du business comme on a l'habitude de le faire en Afrique. Je trouve que tu fais pas mal de branding, tu es très porté sur le marketing, tu fais pas mal de choses digitales notamment. Et je voulais savoir justement, à la base, quand tu décides de créer ta marque,
qu'est-ce que tu veux véhiculer au travers de cette marque? Est-ce que tu peux nous en parler justement? Comment elle s'appelle et quelle est l'idéologie derrière cette marque? Donc déjà, pour commencer, la marque, elle s'appelle Sengse. Donc Sengse, c'est un mot en Wolof, donc la langue nationale du Sénégal. Enfin, la langue du Sénégal. C'est un compliment en fait. C'est un compliment qu'on donne aux femmes par rapport à leur look. Donc le Sengse, c'est un ensemble de choix esthétiques qu'on fait par rapport à ce qu'on porte, comment on est coiffé, comment on va l'accessoiriser. Donc quand une personne voit en fait tout ce look final, il vous dit ah, t'es dans la Sengse. Donc ça veut dire aujourd'hui tu es très apprêté en fait. Donc c'est vraiment une appellation qui renvoie à les rituels de préparation et de beauté. Donc moi, l'idée, elle est venue parce que depuis que je suis petite, je observe mes tantes, mes mamans, des amis de la famille, voilà, avoir ces rituels, aller tout le temps chez le coiffeur le week-end. En plus, on est une société qui a beaucoup de mariages, baptêmes, donc beaucoup d'événements, on va dire, sociaux qui permettent justement de s'apprêter. Et du coup, après observation en fait de tout ce fonctionnement en fait culturel, ben moi j'ai décidé de créer cette marque. Donc voilà un peu l'idéologie derrière la marque, c'est de perpétuer, on va dire, le CIC d'une génération pour les autres générations aussi. Donc c'est ça. Non mais c'est très bien, c'est très bien. Ok, d'accord. Donc du coup tu pars de l'idée de te lancer et de créer justement cette marque-là qui va promouvoir finalement la culture sénégalaise. Exactement. La manière sénégalaise de s'apprêter, parce que de ce que j'ai compris en tout cas, c'est un concept intérieur et extérieur de préparation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette nuance-là? Donc en fait, quand on parle de Sengse, le Sengse c'est l'apparence. Donc voilà, c'est l'apparence. Donc l'apparence ça englobe tout ce qui est visible. Donc on va dire, comme je parlais, comme je l'ai énuméré plus tôt, c'est tout ce qui est coiffure, ce qu'on porte aussi, l'accessoirisation. Donc c'est le look vraiment externe. Après, le Sengse, ça englobe aussi, mais de manière subtile, on va dire, l'aspect séduction dans notre culture. Quand je dis l'aspect séduction, ici on dit d'une femme qui maîtrise l'art de la séduction qu'elle est jongé. Quand on dit qu'une femme est jongée, c'est-à-dire qu'elle maîtrise en fait les rituels, les pratiques du Sengse, on va dire de l'invisible. Quand je parle du Sengse de l'invisible, c'est tout ce qui est préparation dans l'intimité. Donc dans cette préparation, on peut avoir tout ce qui sont les bijoux de taille, les bijoux de pied, on peut avoir notamment aussi tout ce qui est lingerie, mais lingerie vraiment sénégalaise, donc faite avec tout ce qui est maille ou avec les perles aussi. Il y a aussi tout ce qui éveille les sens, donc tout ce qui est chouraï, plus communément appelé aussi l'encens. Donc voilà, donc le Sengse c'est vraiment, on va dire, une alchimie entre le visible et l'invisible. Voilà. D'accord, ok, cool. Non mais c'est très intéressant. Est-ce que ce sont des choses qui s'apprennent à la maison? Ça dépend après des familles. On va dire que ça dépend des familles parce que si on part par exemple du Sengse et de l'invisible, c'est des sujets qui peuvent être assez tabous, on va dire. Mais après, comme je disais, ça dépend des familles parce qu'il y a certaines familles qui jugent que c'est important en fait de faire cet enseignement pour leurs filles, on va dire, parce que c'est une femme doit prendre soin, communément ici, une femme doit prendre soin de son apparence parce que elle représente aussi sa famille. Voilà. Donc quand elle sort dehors, c'est sa famille aussi qu'elle représente. Donc la première chose qui est donnée de voir, c'est l'apparence. En dehors de ça, tout ce qui est intimité, on va dire que bon, c'est pas vraiment c'est pas la raison principale, on va dire, du Sengse. Mais il faut dire aussi qu'on est dans une société de polygamie. Donc du coup, ça crée aussi en termes de comportement, des comportements, on va dire ici, on appelle ça du défenté. C'est qu'il y a une forme aussi des fois de compétition. Quand on va à des fêtes, des mariages, les femmes aiment bien s'apprêter parce qu'elles aiment bien, voilà, recevoir ce compliment d'être Sengse justement par rapport à ce qu'elle porte. Et puis après, dans l'intimité, disons que c'est l'art de la séduction qui alimente le couple et qui permet de le maintenir. D'accord, très intéressant. C'est vraiment... Donc il y a un vrai volet culturel dans la création de ta marque. Et moi, c'est basé sur ça en fait que l'histoire de Sengse enfin l'histoire que j'ai projetée ou pensé mon projet. Après, vous me direz, là c'est un salon de coiffure, donc au premier abord comme ça, il n'y a rien, enfin ça pourrait ne pas totalement avoir. Mais si, parce qu'en fait, j'ai voulu, dans un premier temps, me concentrer sur un seul volet.
Donc là, c'est la coiffure parce que ça fait partie aussi du 5C. Ici, quand on parle de 5C, on va parler majoritairement de l'habillement et l'accessoirisation. Mais moi, j'ai voulu casser les codes et commencer justement avec un pan qu'on n'attendrait pas forcément pour ce type d'appellation ou ce type de projet. Donc, c'est la coiffure. D'accord. Donc toi, justement, à la base, mais est-ce que au début de ton projet, est-ce que tu veux créer un salon de coiffure? Est-ce que c'est par ça que tu commences? Quand tu as ton idée de lancer justement un projet autour du Sensei? Non. Au départ, c'était le vêtement. Donc, c'était créer une marque de vêtements. Donc, le projet a été lancé il y a 1 an et demi. L'idée, je l'avais eu quand même 4 ans en avance, c'est-à-dire avant même d'avoir mon master, avant même de commencer à travailler dans une agence de com. C'est une idée que j'avais juste posée en fait sur un document dans mon ordinateur. Et c'était du vêtement. Après, ces expériences entre-temps m'ont permis d'avoir des opportunités, dont celle de rencontrer des fournisseurs. Et c'est des fournisseurs justement de cheveux naturels, parce que j'ai eu une partie de mon parcours qui a été fait à Dubaï quand je travaillais en agence de com. Donc j'ai eu à rencontrer là-bas des fournisseurs, et c'est de là que je me suis dit, si c'est ce qui se présente à moi, comment en fait je le capitalise en fait et l'englobe dans le projet initial, on va dire. Et ça a été un site e-commerce de vente de cheveux naturels au départ. Quand j'ai vu que les produits étaient destinés au Sénégal majoritairement, enfin en Afrique on va dire, parce que ma volonté c'était vraiment que ces produits qu'on achète à l'étranger, ce soit facilement maintenant accessible ici, et surtout des produits de qualité, parce qu'il y en a, mais des fois c'est pas forcément la qualité qui est attendue. Du coup je suis passée par le site internet et j'ai voulu y mettre tout ce qui est paiement mobile, donc Orange Money, Wari, pour que ce soit vraiment accessible. Mais on va dire que j'ai jugé en tout cas par expérience que le consommateur, les consommateurs de nos pays n'avaient pas encore totalement switché en termes de digital. C'est-à-dire que c'est pas un automatisé, encore plus pour une marque, un projet qui vient d'être lancé, parce que j'imagine qu'il y a aussi derrière la construction de la confiance en fait en la marque qui n'avait pas été encore travaillée, parce que c'était tout nouveau. Donc, en constatant qu'il y avait des ventes, mais que ce n'était pas forcément des ventes qui permettraient de revenir dans mes fonds que j'avais investis, ou tout simplement on est d'accord qu'un projet, après le lancement, au début du lancement, c'est là où est-ce que on voit beaucoup le potentiel du projet. Donc, je me disais que peut-être que sur le long terme, ça allait s'estomper. Donc, il fallait que stratégiquement, je me réajuste. Et du coup, j'ai pensé à faire au départ click and collect, donc travailler avec des salons partenaires où est-ce que je pourrais déposer tes produits. Exactement. Et j'ai vu qu'ils n'étaient pas forcément réceptifs ici, ou peut-être qu'ils ne voyaient pas, ils voyaient une dynamique concurrentielle plutôt que collaborative. Du coup, j'ai opté pour l'option de régénérer un autre investissement et de créer toi-même ton propre salon pour exactement, voilà. Et après je me disais qu'il y aurait la vente de produits, mais aussi tout ce qui est service. Donc ça pourrait aussi combler le fait justifier le fait que j'ai déjà un premier investissement fait au niveau du salon, au niveau du site internet, et un deuxième assez dans un cours. Il n'y avait pas vraiment j'ai pas fait de distanciation vraiment. Donc voilà. D'accord, non mais c'est très intéressant. Tu décides de te lancer finalement dans la création de ton propre salon, parce que les salons qui existent ne sont pas très ouverts aux collaborations. Exactement. Et du coup, dans ton salon, qu'est-ce qui fait que finalement, qu'en très peu de temps, en à peine 1 an, tu deviens un salon qui est très connu, qui a beaucoup de succès et qui est quasiment tout le temps plein? Je pense que ça, je le dois à ma formation marketing com. Parce que comme je le disais, moi, je suis de ce secteur à la base. Et je sais qu'ici, il y a, en termes de compétences et même de manière générale, en termes de produits, c'est facile de trouver des bons produits, c'est facile de trouver des bons services. Mais après, la manière de véhiculer ces services et ces produits, pour moi, c'est un choix que j'ai fait. Pour moi, c'est ça qui fera toute la différence. Parce qu'on trouvera toujours des concurrents, on trouvera aussi toujours mieux que soi en termes de prestations ou en termes de produits. Mais pour moi, l'histoire qu'on raconte avec ces produits et la volonté qui est derrière, le fait de la communiquer, pour moi, ça donne un caractère en fait à un projet, et ça donne toute une autre envergure, parce que les gens comprennent, ça vient de là, c'est fait comme ça, c'est cohérent en fait. Et du coup, quelque chose de cohérent pour moi, c'est plus facile pour un consommateur en fait de pouvoir savoir s'il s'identifie
s'il y adhère ou si c'est tout simplement pas pour lui en fait. Donc voilà, pour moi la communication et le marketing c'est important. Et du coup j'ai vraiment cherché à raconter une histoire avec pas juste vendre des cheveux, mais vendre une marque en fait. Créer aussi derrière un lifestyle on va dire, qui est au final le lifestyle dont je parlais au départ de notre culture. C'est comme ça qu'on fonctionne. Chaque semaine, limite, on change de coiffure, on va s'acheter de nouvelles tenues. À chaque événement, on ne porte pas la même tenue. Donc, c'est un peu inspiré de ça que j'ai voulu créer en fait un lifestyle autour de ce projet. Mais comment tu as fait pour appréhender notamment les critiques de ceux qui disent que les femmes doivent revenir, enfin les hommes, les Africains doivent revenir au naturel et pourquoi se retrouver à prendre des cheveux qui ne sont pas les leurs? Comment tu as travaillé ça? J'avais, en bossant sur le projet, j'avais identifié en fait les freins du consommateur qui étaient justement ce type d'avis sur la question. Moi, j'ai voulu aussi me baser sur ma propre expérience en tant que consommatrice de ce type de produit. Et je me suis dit, les freins majoritaires qui reviennent, c'est que les femmes qui mettent des faux cheveux n'assument pas leurs cheveux à elles. Exactement. Et du coup, moi, je me suis dit, mais moi, je mets des faux cheveux, mais c'est pas mon cas. C'est-à-dire que je prends soin de mes cheveux, je fais ce qu'il faut pour avoir les longueurs que je veux, les avoir en santé. Mais ça n'empêche que la texture de mon cheveu me limite. Quand je dis me limite, c'est-à-dire que je peux avoir envie d'un bouclé, d'avoir un long raid, mais c'est pas ma texture initiale de mon cheveu. Donc, je ne peux pas avoir ce look-là. Et pour moi, c'était utiliser les cheveux et les marketer, on va dire, comme étant des accessoires de beauté, permettant tout simplement de changer de look selon nos envies, selon nos humeurs ou voilà, nos objectifs tout simplement. C'était pour moi la manière de répondre à ces avis-là. Parce qu'à l'heure aujourd'hui, on parle des cheveux. Mais je veux dire, quand une femme sort, elle change de sac, elle change de chaussures, elle change de tenue. Elle peut changer de coiffure. Pourquoi ce serait négatif? Du moment qu'elle assume son identité, qu'elle assume ses cheveux, qu'elle n'a pas de problème à pouvoir. C'est comme pour le maquillage. Du moment qu'on est capable de sortir dans la rue sans maquillage, en quoi ça dérangerait de se maquiller? Donc voilà. Des fois, je fais un parallèle même par rapport aux hommes sur le sport, mais bon, on me dit que c'est pas trop la même chose. Je veux dire, tout le monde modifie en fait son identité, on va dire, enfin son apparence en fonction de ses humeurs, en fonction de ses envies, en fonction tout simplement de son état d'esprit en fait. Et je me suis dit, pour moi, c'est pas censé être en fait un frein. D'accord, ouais. Mais c'est très bien que tu aies su justement, que tu aies anticipé en tout cas sur cette critique-là pour l'intégrer dans ta communication de telle sorte que ceux qui... Parce qu'au final, c'est ça qui est intéressant avec du branding, c'est que tu parles aux gens qui comprennent un message. C'est-à-dire, voilà, ceux qui ne le comprennent pas, c'est pas grave. De toute façon, tout le monde n'est pas appelé à être ton client, mais ceux qui sont appelés à comprendre ce message-là, tu leur parles parfaitement. Très bien. Alors, l'autre question que je voulais voir avec toi, c'est... Alors, toi, tu es quelqu'un finalement qui est né, qui a grandi au Sénégal, qui est allé à l'étranger, qui a pas mal voyagé, si j'ai bien compris, France, États-Unis, Dubaï, qui décide de revenir. Donc, c'est un peu comme quelqu'un de la diaspora qui décide de revenir. Quels sont les principaux challenges que tu as rencontrés depuis que tu t'es lancé dans l'aventure entrepreneuriale? Les principaux challenges, pour moi ici, ça a été vraiment bon. Comme je ne l'ai peut-être pas expliqué, mais par rapport à la vision du projet, pour moi, c'était d'avoir un salon de coiffure et des produits à prix abordable, mais qui véhiculent derrière toute une histoire qui donne vraiment une expérience en fait au consommateur. Donc, pour faire ça, bien évidemment, donc, avoir des prix abordables, mais avoir une expérience premium. En termes d'expérience au sein du salon, il fallait vraiment axer sur on va dire, le management et la formation des équipes. Parce que c'est bien de savoir bien coiffer et d'avoir des beaux résultats en termes de coiffure, mais c'est mieux quand il y a l'hospitalité qui va avec. Surtout qu'en plus on est au Sénégal et c'est un pays qui est connu pour sa teranga. Donc pour moi, ça fait aussi partie des choses à mettre en avant dans notre culture. Et je trouve quelque chose auquel j'ai eu à faire face, et c'était assez compliqué, on va dire, c'est plus le management des équipes. Parce que si on n'est pas derrière à faire la police ou à forcément regarder chaque paramètre, regarder est-ce que c'est... avoir, on va dire, un certain suivi, il se peut qu'on n'ait pas le résultat attendu. Et c'est dommage parce que derrière, ça biaise aussi l'image du projet. Parce qu'une cliente qui est contente de sa coiffure mais qui n'est pas contente de comment on lui a dit bonjour ou de comment on l'a tout simplement accueilli,
Et ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant avec les réseaux sociaux. C'est qu'en ayant développé la notoriété justement de la marque via une star stratégie, parce qu'on a beaucoup utilisé d'influenceuses, ça faisait que les clientes se sentaient confortables de nous envoyer des messages pour nous dire telle chose s'est bien passée, telle chose s'est moins bien passée. Et derrière nous, ça nous permettait de nous améliorer. Mais c'est une des parties, c'est un des enjeux, c'était celui de l'équipe. Après, bon, c'est de l'humain. Oui. Donc, on peut pas. C'est un gros facteur. C'est un très gros facteur parce que, en réalité, les exigences que tu as, ce sont des exigences un peu internationales. C'est ça. Et justement, puisque tu as décidé de ramener quelque chose au pays et que tu veux que cette chose-là ait une certaine image, finalement, que tu vends au travers de tes réseaux. Et beaucoup de business rencontrent ça comme difficulté, c'est que le personnel, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils ne savent pas ou ils sont pas habitués à ça. Et donc parfois, et ça tu le rencontres dans plein de domaines, hein, c'est-à-dire, pour toi, tu sais quelle est l'importance de faire ce petit truc-là. Mais pour lui, mais pourquoi on doit faire ça? Donc du coup, quand t'es pas là, il le fait pas. Et forcément, au final, ça détériore l'expérience que toi tu veux vendre, parce que le client qui vient, tu lui as vendu un rêve, tu lui as vendu une expérience. Exactement. Et il veut vivre ça. C'est ça le plus dur, je pense, avec axé sur la communication et le marketing, c'est que des fois il peut y avoir si les réglages ne sont pas bien faits, il peut y avoir un décalage entre ce qu'on promouvoit sur les réseaux et l'expérience que les clients ont. Moi, c'était quelque chose que justement je ne voulais absolument pas en fait, qu'on pense qu'on surcote en fait sur les réseaux exactement, et qu'une fois sur place, c'était juste en fait un leurre. En termes de challenge aussi, on m'a souvent demandé si être une femme dans le milieu de l'entrepreneuriat ou justement des affaires, ça pouvait être une difficulté. Honnêtement, j'en ai pas eu. Ici au Sénégal, en tout cas, j'en ai pas eu. Au contraire, j'ai trouvé que la plupart des personnes, que ce soit des personnes proches ou de loin, ont été plutôt hyper participatives au projet et ont permis justement à lui donner l'ampleur qu'elle a eu à prendre. Et après, je ne sais pas si c'est en lien avec le fait que je sois une femme ou tout simplement qu'ils aient adhéré à l'idée du projet, la manière de justement le divulguer. Et je pense plus que ce serait cette option-là. Après, ce qui revient souvent, c'est plutôt le côté jeune. Ah oui, mais tu es jeune. Donc ça aussi, c'est un autre préjugé. Mais bon, je n'ai pas eu ce type de problème en termes d'entrepreneuriat. D'accord. Ceux qui nous regardent là, par exemple, et qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat, toi, ça se voit que tu es entrepreneur, tu es très épanoui dedans. Tu ne regrettes pas d'être venu au Sénégal? Non. C'est là que le cœur est. Donc pour moi, c'était logique, on va dire, d'entreprendre pour moi et pour mon pays aussi. Voilà, parce que j'estime que on apprend beaucoup de choses en partant à l'étranger, mais au final, c'est tout aussi bien de pouvoir contribuer, on va dire, à les instaurer ici aussi. Donc, tout à fait. Alors finalement, après un an, même si tu as eu une très belle croissance, ça reste un début. Oui. Comment tu te projettes dans quelques années? Qu'est-ce que tu veux bâtir? Ah, vous voulez tout savoir? Non, pour la suite des choses, honnêtement... Sans forcément avoir le détail stratégique, mais c'est quoi ta grande vision? Ce serait plutôt de tendre vers la vision du 5C, la vision globale du 5C. Parce que comme je vous ai dit, en un an, il y a un pan qui a été abordé. Ouais. Alors que le 5C, c'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus subtil, ça englobe d'autres facteurs, d'autres produits, d'autres... Oui, bien sûr. Voilà. En fait, il y a du boulot. Exactement. Voilà. Donc pour moi, je pense que ça va être évolutif et voilà. Je pense que la suite logique, ce serait vraiment de petit à petit tendre vers cette vision globale, on va dire, du 5C. Et peut-être, on a eu beaucoup à me demander des systèmes de franchise pour d'autres pays comme le Mali, la Côte d'Ivoire. Et peut-être essayer d'aller aussi vers ce modèle. Mais après, bon, je pense que c'est, comme vous l'avez dit, un an, c'est récent. C'est récent, donc il faut consolider certaines bases avant de pouvoir... Je ne veux pas aller trop vite, en fait. Donc voilà. Donc pour la suite, ce serait ça. Okay. Une vision plus globale. Très bien. Écoute, merci beaucoup, Hadi. Juste pour conclure, qu'est-ce que tu veux qu'on te souhaite pour les prochaines années? Beaucoup d'argent. Non, de rester toujours autant passionné. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur,
En tout cas, moi, je ne fais pas les choses, je n'entreprends pas pour le gain. J'entreprends par passion et aussi par contribution. Quand je dis contribution, c'est être cohérente avec ce que je suis et ce à quoi j'aspire en fait dans la vie. Des valeurs. Donc, voilà, exactement. Donc je pense que ce qu'on devrait me souhaiter, c'est beaucoup de passion, parce qu'avec la passion, on ne compte pas ses heures, ouais. on ne se limite pas, et au contraire, on se pousse toujours plus en fait. Donc voilà, c'est comme... Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous faire l'interview. Merci, au contraire. Et j'espère qu'on aura d'autres interviews dans quelques mois, années, pour voir la suite du projet, ainsi de suite. Et peut-être que la prochaine fois, on le fera au salon, histoire de permettre aux gens de voir pourquoi est-ce que ce salon marche si bien et qu'il va avoir des bébés qui vont aller un peu partout. Merci beaucoup, Adli. Merci à vous. À très bientôt. Merci.